Bonjour à tous. Alors, il y a un petit Bonjour. moment de bonjour Madame la ministre, bonjour Clara qui est en ligne. Alors, je vous décris un peu la scène. On est dans un moment de changement de salle où Gabriel Attal est en train de quitter la salle. Donc, on a un peu d'humain dans cette ambiance, mais on va commencer entre nous parce que tout va bien se passer. Plus, je ne vois pas tout ce qui se passe parce que j'ai la lumière dans le visage, mais en fait, tout va bien. Merci beaucoup à nos invités que je vais présenter au fur et à mesure des interventions. C'est ici, dans notre instance des universités de rentrée du mouvement démocrate, la deuxième table ronde en 2 ans que nous consacrons à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est cher à nos cœurs sur 2 de nos piliers forts, qui sont d'un côté la souveraineté et la compétitivité de notre économie, reliée à une question d'autonomie stratégique, dont vous nous parlerez, chère Clara, je pense, et puis à la fois notre pilier humaniste. Comment les humanistes s'emparent-ils de l'intelligence artificielle ? Et quand je parlais de l'aspect compétitivité, souveraineté, évidemment, ici, nous avons dans nos rangs 2 de vos prédécesseurs, chère Clara, en la personne de Jean-Noël Barrot, qui vient d'intervenir auparavant, et de Marina Ferrari, qui ne doit pas être très loin. Donc, voilà pourquoi tout ça est très, très important. Donc on va aborder ces 2 facettes de la question, cet angle souveraineté, investissement. Il y a des choses très importantes qui se passent en termes de décisions politiques, que ce soit au plan national, de leadership de la France avec le sommet de l'intelligence artificielle qui a eu lieu en février, au plan des décisions qui sont en train d'être prises, enfin, en tout cas on va dire des préconisations du rapport Draghi et l'État et des investissements qui sont à l'œuvre dans le fonds de souveraineté. Et puis on abordera la partie plus sociale ou sociétale qui fait le lien avec le titre de notre table ronde, c'est-à-dire saisir les opportunités des bouleversements introduits par l'IA. Donc dans opportunités et bouleversements, on sent qu'il y a une tension sur des questions un peu majeures à résoudre. Donc pour en parler, nous avons en effet Patrick Mignola qui parlera d'évolution démocratique due à ce sujet. Guillaume Moukala, qui est chargé d'études au sein du cabinet Asterès, dirigé par Nicolas Bouzou, qui nous parlera davantage des questions de bouleversement social, en tout cas de l'évolution du monde du travail. Et puis on aura une courte séquence sur la partie culturelle, puisque c'est un sujet que nous traitons aussi dans les vides qui peuvent perdurer dans certains textes législatifs. Peut-être vous nous parlerez de régulation d'abord. Donc, Madame la Ministre, je voudrais vous passer la parole en priorité pour aborder ce sujet de la souveraineté, de la compétitivité, mais aussi des avancées, puisqu'il y a eu de très bonnes nouvelles récentes sur des champions de l'IA, et comment on pouvait, sur toute la chaîne de valeur, depuis les composants, où on sait qu'on est très dépendant aujourd'hui à NVIDIA, même s'il y a eu des participations, je crois, de Mistral, enfin des choses qui se sont passées, jusqu'au cloud, la souveraineté des data, les data centers et autres. Donc, à vous la parole pour nous décrire un peu ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame la députée, chère Laurence, Monsieur le ministre. J'ai vu quand la caméra s'est tournée qu'en effet Jean-Noël Barrot était là, donc je le salue bien sûr aussi et je vous salue toutes et tous. J'aurais adoré être avec vous en personne et malheureusement pour des contraintes personnelles, je ne suis là que de façon numérique, mais ça reste avec le titre de mes fonctions, donc on pourra passer tout de même ce moment important ensemble. Déjà, je vous remercie parce que c'est la deuxième fois, vous l'avez dit, que vous avez l'IA, l'intelligence artificielle, comme un thème de réflexion. Et c'est pas anodin parce que je pense que ça montre très bien comment chacun d'entre nous, d'ailleurs, le ressent au quotidien. Cette technologie, c'est une révolution comme il y en a certainement qu'une fois par siècle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé en France d'avoir un ministère de l'IA, il me semble, qui répond très bien à la fois à l'enjeu d'opportunité extrêmement positive qu'introduit cette technologie. On a eu
la chance d'organiser ce sommet international, ce sommet pour l'action sur l'IA en début d'année. On a pu voir de façon très concrète comment l'IA transforme le quotidien des chercheurs, fait accélérer la recherche de médicaments, nous permet de résoudre un certain nombre de très grands défis. L'apprentissage, personnalise l'apprentissage, nous permet aussi d'imaginer automatiser un certain nombre de tâches complexes. Bref, change et bouleverse tout. Mais le mot, c'est bien bouleverse parce que comme dans toute transformation, eh ben, il y a aussi des zones d'ombre, des interrogations, des appréhensions aussi. Et c'est bien normal parce que non seulement c'est une révolution technologique exceptionnelle, comme il n'y en a qu'une fois par siècle, comme on a eu l'arrivée de la machine à vapeur, comme on a eu l'électricité, comme on a eu Internet en son temps, mais en plus, c'est une révolution technologique qui n'a jamais été aussi rapide. Il a fallu 20 ans pour que la moitié des Français se dotent d'un ordinateur personnel. Il a fallu 2 ans pour qu'un Français sur 2 utilise l'IA au quotidien. Et je pense qu'on voit, si certains d'entre vous sont parents et ont des enfants qui sont rentrés à l'école, ou peut-être au collège cette année, ça nous pose un certain nombre de questions de comment est-ce qu'on accompagne les enfants, les plus jeunes, comment est-ce qu'on accompagne les salariés, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une entreprise, comment est-ce qu'on s'accompagne nous-mêmes, peut-être les plus seniors, à utiliser cette technologie, à comprendre ces bouleversements. Et cette compréhension-là, elle est nécessaire parce qu'en effet, c'est un sujet d'autonomie stratégique. Gabriel Attal le disait à l'instant, on a, c'est malheureux d'ailleurs, mais déjà eu l'expérience de ce que c'est de rater une révolution technologique. Il suffit peut-être vous en avez peut-être fait l'expérience ce matin en vous rendant dans les lieux où vous êtes aujourd'hui, mais il suffit de prendre son téléphone portable, qui est certainement pas un téléphone portable européen, de chercher sur un moteur de recherche où est-ce qu'on veut se diriger. C'est probablement pas un moteur de recherche européen non plus. De se rendre sur une application qui va nous donner la direction dans laquelle on veut se rendre. Probablement pas non plus une application européenne pour se rendre compte à quel point le numérique est partout, mais surtout pour se rendre compte de nos dépendances technologiques et de cette absence d'autonomie stratégique dans le numérique qui fait qu'aujourd'hui, non seulement on a un enjeu économique majeur, vous avez parlé du rapport Draghi qui a montré que ces très grandes entreprises, finalement, sont américaines, chinoises dans le numérique et font qu'aujourd'hui, on s'est coupé d'une partie de productivité et de production pour nos démocraties européennes, mais aussi nous mettre dans une dépendance qui est au-delà de la technologie, qui est une dépendance finalement qui touche tellement notre quotidien, qui est aussi un risque pour la partie humaniste de la technologie que vous allez aborder aussi dans la table ronde et c'est ça qui est formidable et extrêmement intéressant et puissant avec l'intelligence artificielle parce qu'en étant dépendant de ces outils que nous n'avons pas créés chez nous, on importe aussi chez nous forcément un modèle de valeur qui n'est pas forcément celui qui est le nôtre en européen. Et donc, on a fait beaucoup sur toutes les technologies numériques, un peu en rebond dans les 20 dernières années. On a été, et Jean-Noël et Marina Ferrari ont porté ces textes. Donc, on a été fort, dire on est 450 millions d'Européens, ça veut dire qu'on vient avec nos règles. Et nos règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut des marchés où on peut faire rentrer des nouveaux entrants, on peut avoir de la concurrence. C'est le DMA qui a été porté au niveau européen. Ça veut dire qu'on veut que les plateformes numériques sur lesquelles on passe tous 4 à 5 heures par jour, les fameux réseaux sociaux, respectent les règles européennes, les valeurs européennes, la lutte contre la désinformation, la protection des mineurs. Ça, c'est le DSA, le Digital Service Act, ou la loi SREN, qui a été portée par Marina et Jean-Noël. Mais ça veut dire surtout que réguler, c'est bien, mais le plus important, c'est d'avoir nos propres technologies. Parce qu'on a beaucoup parlé de fiscalité, vous en parliez aussi dans le dernier panel. Mais je crois que plus important encore, c'est de se dire que si aujourd'hui nous avions une entreprise technologique qui avait la taille d'un Google, d'un Amazon, d'un Microsoft, alors non seulement en impôt sur les sociétés, nous collecterions des dizaines de milliards d'euros parce que ces entreprises opéreraient à partir de la France, et qu'aujourd'hui, on a une fiscalité internationale qui leur permet de payer parfois moins que ce qu'elles créent en termes de valeur dans leur pays d'origine. Et la France aussi, là-dessus, a pris les devants et a intégré une taxe sur les services numériques pour s'assurer que chacun paye sa juste part dans le pays où il exerce. Mais donc, nous aurions ces ressources, mais nous aurions aussi des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Et nous aurions surtout les armes pour jouer à armes égales avec les États-Unis, avec la Chine, dans ce monde géopolitique très instable, dans lequel Jean-Noël le sait aussi mieux que personne. La question de la guerre commerciale qui nous est imposée par les États-Unis est aussi celle des services numériques,
parce qu'aujourd'hui, on importe près de 300 milliards d'euros de plus que ce qu'on exporte quand il s'agit de services numériques. Donc ça nous met dans cette situation de dépendance. Dépendance économique, dépendance commerciale et dépendance aussi intellectuelle, de valeurs, d'autonomie absolument critique pour rester une Europe très forte. Et donc pourquoi l'IA? Qu'est-ce que vient faire l'IA dans tout ça? L'IA, c'est la technologie sur laquelle aujourd'hui nous sommes dans la course. Et je crois que ça, il faut oser aussi se dire que quand il y a des choses qui marchent, il faut continuer à les accompagner. Et c'est ce qu'on fait depuis 2018 avec la stratégie nationale pour l'IA. On a les meilleurs chercheurs du monde, on les rencontre dans le monde entier. Il n'y a pas un laboratoire de recherche en intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde entier où on ne trouve pas des Français parce qu'on a su continuer à investir dans cette recherche, à avoir les meilleures universités du monde, à avoir les meilleurs chercheurs, les meilleurs talents. On a aussi Se dire, est-ce qu'on peut reprendre le leadership sur ce sujet de l'IA mais on ne l'a pas industriellement? perdu. On ne l'a pas perdu. Et je crois que c'est ça qui est très important de dire. Parce que je sais que parfois on peut se dire, quand on regarde en arrière, qu'on voit ce qui s'est passé sur le cloud, sur les moteurs de recherche, sur les téléphones, est-ce qu'on a vraiment assez de poids pour aller lutter sur l'IA? Bien sûr qu'on a assez de poids. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont dans la course. Vous avez cité Mistral. On a des entreprises qui, en plus, travaillent ensemble avec les leaders technologiques européens. Mistral vient de faire une levée de fonds extrêmement conséquente avec ASML. C'est bien montré qu'on sait travailler ensemble, on sait se réunir nos forces en européens pour aller de l'avant, pour créer ces géants. Mais on a peut-être une chose sur laquelle il faut absolument continuer de travailler, c'est la question de nous-mêmes croire un peu plus en nous. Et comment? Quand on est chef d'entreprise, quand on est une administration, quand on est un citoyen, le citoyen aussi peut avoir ce rôle, et qu'on utilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui, décider de façon consciente d'aller chercher nos meilleures entreprises, c'est finalement construire cette autonomie stratégique. Parce que si on ne fait pas cette bascule, et si on commence à intégrer l'IA dans toutes les entreprises, toutes les administrations, nous en tant que citoyens, pour libérer le temps, libérer les métiers, mais qu'on le fait en utilisant les entreprises américaines, chinoises, non seulement on se recrée en situation de dépendance, mais on ne va pas soutenir nos propres entreprises qui ont besoin pour se développer de trouver des débouchés. Et c'est là où peut-être le monde actuel qui a changé, qui nous fait prendre conscience de ces enjeux géopolitiques est finalement un atout parce qu'on a toutes et tous une carte à jouer et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille énormément sur la diffusion de l'intelligence artificielle pour ne pas louper les opportunités qu'elle apporte, mais surtout pour créer cette autonomie stratégique qui est fondamentale. Parce que si on n'utilise pas nos solutions, on ne fera pas grandir ces entreprises et donc on se retrouvera comme on s'est retrouvé aujourd'hui sur les technologies Internet des années 2000-2010, à utiliser des technologies d'ailleurs et à passer à côté de cette opportunité incroyable pour notre pays de créer de la productivité, de l'emploi et rester maître à bord. Je crois que c'est vraiment ça, c'est dont il s'agit. Justement, merci beaucoup Madame la Ministre. Je vais me tourner vers un autre ministre. Vous parlez de la capacité pour le politique, les concitoyens à se saisir de l'intelligence artificielle, à la considérer comme un outil, un allié, plutôt que comme un ennemi. Alors on est un peu à cette croisée des chemins parce que dans le monde démocratique, qui est aussi un de nos combats, la démocratie et sa pérennité, on a vu beaucoup de déviance de l'intelligence artificielle en termes d'ingérence, de manipulation de l'opinion, de fake news. Nous-mêmes au Parlement européen, nous avons eu un de nos collègues qui a pratiquement perdu les élections à cause d'un deepfake, là, ces films, où on a dit qu'il... Dans son programme, il avait l'augmentation du prix de la bière. C'était un truc hyper précis, mais qui lui a fait perdre de précieux points. Alors Patrick, Monsieur le ministre Patrick, cher Patrick, quelles sont les réflexions qu'on peut avoir sur l'appropriation dans la sphère publique, politique, citoyenne de l'intelligence artificielle? Eh ben, en matière démocratique, très concrètement, puisque dans les responsabilités qui étaient les miennes en relation avec le Parlement, j'avais aussi le renouveau démocratique. La question qui se pose à tous quand on parle d'intelligence artificielle, c'est de savoir si elle peut être un risque demain, parce qu'on entend parler de fake news, de désinformation, et évidemment qu'elle est un risque, qu'on peut en avoir peur, mais elle est autant la solution que le risque, si on est capable de l'utiliser. Parce que quand la secrétaire générale m'a demandé
participé à cette table ronde, parce qu'elle devait trouver que je n'avais pas assez bossé pendant 9 mois aux relations avec le Parlement, et que donc il fallait que je m'intéresse quand même à des sujets un peu plus techniques. Je me suis tourné vers un certain nombre d'experts qui regardent ce qui se passe en matière de fonctionnement des institutions, en matière de lutte contre la désinformation, en Europe et dans le monde. Alors, pour répondre très précisément à ta question, est-ce qu'il faut avoir peur? Évidemment qu'il faut avoir peur. L'année dernière, l'Union européenne a commandé des études identifiant 30 000 contenus hostiles qui avaient été diligentés par des puissances étrangères pour manipuler l'information en France, attaquer les institutions et saper les fondements même de notre démocratie en France. Et 30 000 avec les nuées sur les réseaux sociaux que ça représente derrière, vous voyez ce que derrière ça peut représenter comme manipulation de l'opinion. Mais pour autant, on a la possibilité exactement avec les mêmes outils, avec les mêmes analyses, si l'État s'en empare, et très concrètement à l'échelle du service d'information du gouvernement, ou demain à l'échelle des partis politiques, j'y reviendrai tout à l'heure si vous le voulez, pour trouver comment nous-mêmes on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour devenir un parti augmenté, il y a des solutions. Et il y a des solutions pour qu'au contraire l'IA renforce la démocratie et la protège. Elle peut être un vrai bouclier démocratique en repérant, en faisant une détection précoce des fake news, pour déconstruire les contre-vérités et construire des contre-récits par rapport à tous ceux qui veulent nous manipuler. Et il y a un exemple de ce point de vue-là très concret, c'est ce qu'a fait l'Ukraine. L'Ukraine, l'année dernière, s'est dotée d'un très puissant outil d'intelligence artificielle pour identifier et neutraliser la propagande russe, et cela leur a permis, sur une année, de réduire de 40% le risque de désinformation, les effets de la désinformation sur la population. Et donc, on n'est pas obligé de se doter d'outils comme ça seulement en temps de guerre, on doit le faire aussi en temps de paix, et ça rejoint toute l'importance du propos de Clara Chapaz sur le sujet, sur le fait que, évidemment, quand on a besoin de lutter contre la désinformation, il faut que ce soit avec des systèmes souverains qu'on maîtrise pleinement. Mais de la même manière, l'intelligence artificielle, c'est aussi une façon de réparer ou de guérir les difficultés démocratiques qu'on connaît. On voit bien qu'on a besoin de transparence et d'objectivation du débat public. Et de ce point de vue-là aussi, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de la Cour des comptes ou de l'OCDE qui rappelait à tous les pays européens et la France en particulier qu'elle avait pris un peu de retard de ce point de vue-là, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour éclairer le débat. Alors sans aller jusqu'à ce qu'a fait l'Albanie, qui a été le premier pays au monde à se doter d'un ministre anticorruption qui est une intelligence artificielle. Vous voyez ce que ça peut représenter pour nourrir les informations qui vont présider aux décisions de cette intelligence artificielle. Vous avez des pays comme l'Estonie qui s'est doté là d'un outil d'intelligence artificielle pour faire de l'audit automatique des budgets via une application dédiée. Imaginez comme la situation aurait été plus facile depuis le 15 juillet, quand François Bayrou a fait les annonces budgétaires. On n'aurait pas été obligé de lutter contre tous les types de désinformation sur ce sujet. Ou tout simplement, vous avez un pays comme le Portugal, considérant que c'est quand même extrêmement compliqué de comprendre la loi ou de comprendre la réglementation, c'est doté d'un outil qui s'appelle Simplex et qui retraduit ce que les parlementaires font quand ils font la loi ou ce que les administrations font quand ils font de la réglementation. Vous avez parlé tout à l'heure des difficultés, des normes, difficultés pour les élus locaux. Il retraduit en langage courant, en langage adapté à la compréhension de chacun, ce que sont les décisions. Et au fond, quand on comprend mieux l'état de droit, on a évidemment beaucoup plus envie de le soutenir et de s'y adapter. Et puis je voudrais rappeler ici aussi que l'intelligence artificielle, si on sait s'en emparer, peut être un formidable outil de démocratie participative, de démocratie délibérative. Ça a été le cas dans d'autres pays également, mais ça a été le cas en France au sein du gouvernement. Vous avez un pays comme la Finlande qui a créé un système qui s'appelle POL-IS et qui a permis de dégager des consensus sur les orientations de la politique numérique. Tu vois, Clara, toi qui vas bientôt déposer enfin ton PJL Résilience. Voilà. Clara, elle venait me voir toutes les semaines en fait pour que je le programme à l'Assemblée nationale, mais ce sera probablement pour le mois de septembre prochain. Ça va venir, ça va venir. Et en fait, pour décider de ces orientations, vous voyez, en Finlande, en fait, il y a eu une analyse de l'opinion à la fois sur les réseaux sociaux et vis-à-vis de tous ceux qui voulaient participer à ce débat pour définir ce que devait être la régulation dans le champ du numérique. Et à Taïwan, ils ont traité des débats
tu parlais de la bière tout à l'heure, pour étayer les débats très polarisants sur Uber ou sur l'alcool, la réglementation liée à l'alcool. Et donc ça peut être de formidables outils au moment où il y a une appétence énorme pour pouvoir discuter, participer, pas seulement considérer qu'on confie son pouvoir à des élus pour un temps et qu'ensuite ils se tournent pas vers nous, et imaginer ce que ça peut représenter pour les élections municipales. Je termine en un mot sur le sujet démocratique. Le gouvernement de François Bayrou a réouvert les cahiers de doléances du grand débat national, qui étaient tankés parce que tout ce qui était passé par mail n'avait pas été trié, n'avait pas été analysé, qu'un certain nombre de propos qui étaient des attaques personnelles ou qui étaient des propos discriminants ou tout simplement enfreignant la loi, on ne pouvait pas les trier. Et grâce à un outil d'IA, eh ben, on va pouvoir trier tous ces dossiers du grand débat national, toutes ces propositions, et au lieu que ce soit une petite cacophonie, eh ben, que ça devienne une intelligence collective. Merci Patrick. Alors on voit, c'est une approche plutôt positive de l'intelligence artificielle et de la démocratie. C'est vrai qu'on a identifié aussi des risques dans le cadre de l'acte sur l'intelligence artificielle qui a été voté en 2024 par le Parlement européen et qui est en application, qui identifie les risques, mais on voit aussi toutes ces données. On va aborder une autre facette parce que les thématiques liées à l'intelligence artificielle sont énormes, mais on ne peut pas en parler sans aborder la question de l'emploi et des qualifications. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va nous remplacer? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'elle est une opportunité? C'en est une autre. Donc là, je me tourne vers Guillaume Moukala-Sali, qui est donc chargé d'études au sein du cabinet Asterès dirigé par Nicolas Bouzou, parce que vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait l'entretien, on commence à peine en fait, à avoir un petit peu de recul sur ce qui est passé avec en fait, l'énorme montée en puissance de l'IA générative. Alors, bonjour à tous et tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur l'effet qu'aurait l'intelligence artificielle et notamment les modèles de langage et les agents conversationnels comme ChatGPT sur l'emploi. Donc pendant des années, en fait, le débat a opposé un petit peu ceux qui expliquaient que l'IA était en fait un outil que les humains pouvaient, que les travailleurs pouvaient utiliser pour gagner en productivité et qu'en fait on faisait des gains de productivité grâce à cette collaboration entre l'humain et la machine. Donc ça c'était un petit peu les optimistes, disons, et à ceux qui expliquaient au contraire qu'en fait que l'IA se substituait entièrement au travail humain et donc remplaçait les humains. La réalité c'est que ces deux visions sont vraies en fait, dans la théorie économique on distingue justement ces deux effets augmentation et substitution, et qu'en fait ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de quel métier on part, de quel secteur, de la part des tâches qui sont en fait réalisables par l'intelligence artificielle, aussi dans quel horizon temporel on se place, parce que en 3 ans ça a beaucoup évolué. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on n'est plus uniquement sur de la théorie, mais on commence à avoir des premières données qui commencent à nous parvenir du coup, des États-Unis, notamment 2 économistes de Stanford. Là, en plus, ça fait vraiment, c'est très récent, c'est sorti en août dernier. Ils ont tout simplement regardé en fait les effectifs dans tous les secteurs de l'économie par tranche d'âge. Ils ont regardé qu'en fait comment ça évoluait à partir du lancement de ChatGPT, donc en fin 2022. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les secteurs qui sont exposés à l'IA, on voit qu'on commence à avoir une divergence dans la trajectoire de l'emploi, et que l'emploi chez les jeunes, les 22-25 ans, et aussi un petit peu les 26-30 ans, commence vraiment à décliner. Faut vraiment regarder le graphique parce que visuellement c'est très fort et c'est assez impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait quand on compare ça avec ce qui se passe dans d'autres secteurs qui ne sont pas exposés à l'IA, donc ils prennent par exemple les auxiliaires de santé, par exemple, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait l'emploi évolue de la même manière chez les jeunes que chez les seniors. Alors que là on voit vraiment une divergence qui est en train de se créer.
Donc ça, c'était un premier papier. Il y en a d'autres qui sont sortis aussi aux États-Unis, qui arrivent à la même conclusion, et même très récemment, la semaine dernière, au Royaume-Uni. Donc, la thèse commence à être assez forte, et je disais même, du coup, en venant dans le train, une interview en fait d'un haut placé chez Anthropic, qui est en fait un concurrent d'OpenAI qui fait Claude, et qui avoue, alors eux-mêmes vont jusqu'à avouer qu'en fait ils recrutent plus vraiment de juniors parce qu'ils en ont pas besoin, ils préfèrent simplement déléguer les tâches assez simples à leur agent conversationnel, à Claude, et en fait surtout recruter par contre des développeurs ultra compétents et très pointilleux. Et donc ça va effectivement quand même poser un problème, c'est-à-dire qu'il y a pour l'instant encore une très forte demande sur des experts de très haut niveau dans l'IA, mais en fait comment on va pouvoir continuer à générer cette expertise si en fait on ne laisse pas les jeunes entrer sur le marché du travail dès le départ? Alors ça, c'est un vrai sujet pour nous, décideurs politiques, citoyens engagés. Et encore une fois, quand on préparait cet entretien à la terrasse du Self, qui est très sympa, on se disait finalement, est-ce que c'est un monde meilleur? C'est utopie ou dystopie? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers un monde heureux sans travail ou avec moins de travail, et finalement on va devoir reconstruire, je sais pas, via une taxe, via une taxation de l'IA. Alors là, Clara va me faire les gros yeux, ça va être terrible. Mais si en fait on a cette question concernant les jeunes, qui est une réalité avérée aux États-Unis, en effet les tâches subalternes étant déléguées à l'IA, vous pouvez moins y rentrer et donc accéder en plus à des professions qui sont plutôt ce qui étaient les professions intellectuelles supérieures. Donc on voit en plus ce que ça crée au niveau bouleversements sociaux sur qu'est-ce que l'élitisme, la place qui peut être accordée, et on a commencé à le voir dans le Covid, sur l'importance des métiers dits manuels, même s'il y a la robotique intelligente et qui peut aussi apporter une part de réflexion. Donc est-ce qu'on va vers la fin du travail heureux ? Ou est-ce qu'on va vers un cauchemar absolu où on n'a plus d'emploi et où on est totalement remplacé par la machine? À quoi on doit réfléchir, nous, politiques? Alors, est-ce qu'on va vers la fin du travail? Bon, déjà, ça dépendra aussi des choix politiques qu'on fait, mais disons que la fin du travail, là, on est vraiment sur des questions effectivement très prospectives. Je pense que c'est pas encore pour maintenant, mais après, ça avance tellement vite qu'on ne sait pas si c'est dans un siècle, dans 5 ans, dans 10 ans. En fait, en tout cas, ce qu'ambitionnent ces entrepreneurs de la Silicon Valley quand ils développent leur modèle de langage, c'est effectivement d'aller vers ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, qui par définition est capable de réaliser toutes les tâches que nous sommes capables de réaliser, nous humains. Je vais prendre, et ça progresse très vite, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT à son lancement. On l'utilisait pour lui poser quelques questions, c'était assez drôle, assez sympathique. On lui déléguait quelques tâches, mais on faisait quand même encore 99% du travail. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant, on peut en fait lui déléguer des missions complètes, lui laisser travailler de côté pendant que nous, on travaille sur d'autres choses en parallèle. Et d'ailleurs, il y a un indicateur qui mesure ça, qui est réalisé par un think tank américain qui s'appelle METR, où en fait, il mesure la longueur des tâches qu'une IA est capable de réaliser. Et en fait, ChatGPT, donc GPT 3.5, c'était à peu près une trentaine de secondes, c'est-à-dire que ça aurait pris une trentaine de secondes à un humain pour réaliser ces tâches. Aujourd'hui, la moyenne pour GPT-5, c'est plus de 2 heures. Et en fait, quand on regarde la courbe, c'est tout à fait exponentiel, c'est-à-dire que la longueur des tâches qu'une IA est capable de réaliser double tous les 7 mois. Alors, je ne sais pas si ça va atteindre un mur ou si ça va continuer comme ça, mais c'est vrai qu'à ce rythme, en 2030, en fait, on ne parlera plus d'IA, mais de travailleurs indépendants. Hein. D'ailleurs, on commence déjà à parler d'IA agentique, enfin d'agent IA, c'est un petit peu ça. Et là, effectivement, la question de la fin du travail, en tout cas, ça devient légitime. Et ça pose la question, effectivement, nous, de notre rôle humain dans le système économique et politique, et de surtout comment on... Parce qu'en fait, ça remet complètement en question la manière dont est organisé notre système politico-économique actuel. Et un des problèmes, notamment, c'est qu'en fait, on va progressivement vers une substitution en fait, du travail par le capital, ce qui veut dire qu'en fait, la majorité, une grande partie des revenus vont être captés
par les entreprises. Les travailleurs seront laissés sur le carreau et va se poser la question de la redistribution de ces revenus-là qui sont générés. En fait, c'est de l'hyperproductivité, en fait, quelque part. Hein. C'est parce que c'est quelques entreprises avec très, très peu d'employés qui seront capables de générer quasiment toute la richesse du monde. Donc, effectivement, ça pose des questions. Alors, c'est pas pour maintenant, c'est un peu plus prospectif, mais je pense que justement, si on veut pas être surpris par ce type de scénario, qui a une probabilité non nulle, à mon avis, d'advenir, je pense qu'il faut, et pour être capable de s'adapter, il faut les anticiper et y réfléchir dès maintenant. Et donc, effectivement, dystopie ou utopie, ça dépendra de comment on sera capable d'adapter nos institutions politiques et économiques. Merci beaucoup. Non, mais c'est hyper passionnant, surtout dans les débats budgétaires qu'on traverse aujourd'hui, d'intégrer cette dimension. Donc merci pour ces bases de réflexion qui devraient être peut-être nourries. J'ai Jean-Paul Mattei en face de moi, qui est un grand spécialiste de la fiscalité et qui, je vois, qui s'inspire. Peut-être qu'on peut faire un rebond avec nos deux ministres, avec peut-être Clara sur et Patrick sur cette question à la fois de la citoyenneté, de la démocratie et aussi de l'évolution du travail et de l'éducation. On fera un petit point sur la culture après. Comment on concilie cette question qui est très liée à notre compétitivité aussi? Parce que finalement, si notre économie est capable de réaliser plus de tâches, on va gagner en compétitivité. Et si on a nos propres acteurs, ça nous rendra plus performants, tout en conciliant cette dimension sociale et d'évolution lourde de la société. Jean-Benoît, oui. Merci pour les éléments. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette discussion et d'entendre les perspectives des uns et des autres parce que, en fait, c'est exactement toutes les questions que se posent les Français sur l'IA toute la journée. Et donc déjà, mon message, c'est normal de s'inquiéter. C'est normal de se poser ces questions. Quand il y a un bouleversement technologique qui est aussi fort que celui qu'on vit aujourd'hui, nous, on le mesure notamment avec ce qu'on appelle les cafés IA, qui par le Conseil national du numérique, qui permet de pouvoir partout en France parler d'intelligence artificielle et écouter les peurs des uns et des autres. Et c'est toujours ces questions-là. C'est est-ce que l'IA va me remplacer? Est-ce que l'IA peut me mentir? La question de l'impact sur la démocratie, de l'information, de notre capacité à mesurer ce qui est vrai, faux. Est-ce que l'IA va rendre mes enfants plus bêtes? Parce que la façon d'apprendre va évoluer. Et donc, c'est des sujets éminemment politiques. Une fois qu'on a dit ça, l'IA est là. Il n'y a pas un monde, parce que souvent on me demande, est-ce qu'il ne faut pas finalement ralentir l'IA? Non, l'IA est là, l'IA va se développer, l'IA va aller très vite, va plus vite, comme on l'a dit, qu'une n'importe quelle révolution technologique. Et donc, le rôle des politiques, c'est d'anticiper et d'accompagner ce changement. L'anticiper, l'accompagner au niveau des citoyens et au niveau des entreprises, parce que le dernier point qui a été mentionné sur du coup le pouvoir immense que vont avoir les entreprises qui développent aujourd'hui ces modèles d'intelligence artificielle, qui en plus ont tendance à se concentrer dans des entreprises qui ont déjà beaucoup de pouvoir, qui sont les grandes entreprises du numérique actuelles, parce qu'elles sont déjà en position dominante, donc elles ont les moyens, elles ont la distribution, parce qu'on utilise déjà tous les services de Google, Amazon, donc c'est logique de se servir d'un modèle d'IA qu'on a directement via les outils de Google, par exemple. Et Google a les poches très profondes pour développer ces modèles d'IA-là, donc on va renforcer le poids de ces entreprises si, pour revenir à la question de l'autonomie stratégique, on ne soutient pas nos acteurs pour créer ces alternatives. Et donc oui, ça va poser des grosses questions de redistribution de la valeur. Ça va reposer cette question que je mentionnais tout à l'heure de comment est-ce qu'on pousse, et la France a été très active dans toutes les instances internationales pour avoir un impôt minimal, une fiscalité minimale des entreprises dans le monde entier, et que les entreprises ne puissent pas jouer d'un pays à l'autre pour échapper à la fiscalité. Et ça va être une question fondamentale. Et puis sur la question des citoyens, c'est la question de l'accompagnement, donc de l'éducation. Depuis la rentrée, il y a des cours donnés au 4e, au seconde, sur l'intelligence artificielle, obligatoire. On accompagne les professeurs à comprendre comment leurs élèves eux-mêmes utilisent l'IA. Il va falloir, il y a tout un travail de mener avec l'INRIA, comprendre l'évolution des métiers. Et du coup, la transformation nécessaire de l'éducation supérieure aussi. Et puis, l'accompagnement
des salariés en entreprise, parce que, et ça, dans toutes les entreprises avec lesquelles on échange, c'est devenu une des priorités. Ce qui est assez certain aujourd'hui, c'est pas que c'est l'IA qui va nous remplacer, mais par contre, un salarié, un employé, un dirigeant, un agriculteur, un commerçant qui utilise l'IA par rapport à un qui ne l'utilise pas, aura nécessairement pas les mêmes outils entre les mains. Et c'est là aussi où, du coup, le rôle des pouvoirs publics est immense, parce que si on n'organise pas ce partage de connaissances, cette montée en compétences, on prend un risque énorme, qu'on voit déjà avec le numérique tout court, c'est d'avoir un monde à plusieurs vitesses. Patrick, je me tourne vers toi parce que la question du partage de la valeur est chère à ton cœur. Donc là, c'est le partage de la valeur augmentée avec l'IA et les grandes entreprises qui maîtrisent ces technologies. Une ou deux réflexions économiques et une ou deux sociales. Sur le plan économique, si on est dans une grande difficulté dans les sociétés occidentales, c'est parce que depuis 20 ans, on a une augmentation de la productivité chaque année qui a été environ divisée par 2 par rapport à la période précédente. Et donc, il faut plutôt se réjouir de trouver aujourd'hui des outils qui permettent d'augmenter cette productivité, même si l'ajustement sera effectivement un ajustement de taxation. C'est pour ça que Clara a parfaitement raison de dire qu'un des grands combats qu'on avait défendu d'ailleurs au mouvement démocrate, qui est l'imposition minimale du capital, qui soit le plus identique possible en Europe, mais si possible dans le monde entier. Enfin, imaginons ce que peut être aujourd'hui un taux d'IS minimal. Ça, c'est très concret dans notre quotidien. En fait, on sait très bien qu'on a de grandes entreprises qui payent de petits impôts et de petites entreprises qui payent de plus grands impôts qu'elles. Alors, avec un IS minimal, on pourrait déjà travailler sur une fiscalité qui réaligne la fiscalité du capital et la fiscalité du travail, même si, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, il n'y a pas un écart énorme aujourd'hui, il y a 3 ou 4 points de fiscalité différentiels. C'est ce que ce matin, le constat qui a été fait par Nicolas Bouzou et Jean-Paul Mattei. Mais sur le plan social, vous savez, je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais la réflexion qu'on se fait sur l'évolution des métiers et éventuellement la disparition de certains métiers, j'ai entendu ce débat exactement dans les mêmes conditions au moment de la montée en puissance des ordinateurs. Moi, j'ai connu l'entreprise que je dirigeais avec des machines à écrire, et ensuite on est venu avec des ordinateurs. Le métier a en effet évolué. Et des dirigeants jusqu'aux standardistes, désormais tout le monde avait des ordinateurs, et pour autant, en fait, ça a permis à l'entreprise de croître. Si on essaye de se placer dans une perspective qui est moins idyllique que la seule recherche de productivité. Moi, je crois qu'on est quand même dans une société dont on se plaint depuis très longtemps, qu'elle se soit consacrée uniquement à la recherche du profit, et uniquement à la technique, pas suffisamment aux liens humains, et souvent en oubliant ce que sont les travailleurs de première ligne. Ce que je pense, c'est que c'est un peu le même principe qu'avec le télétravail. Il y a des métiers qui aujourd'hui ne sont pas télétravaillables, et ceux-là, il faut les revaloriser financièrement. Et moi, je prends le pari, je suis persuadé que les métiers qui demain ne pourront pas être remplacés par une IA, ils seront enfin reconnus à leur juste valeur. Parce que la manière de s'occuper d'un enfant, la manière de s'occuper d'une personne âgée qui est en train de perdre son autonomie, la manière d'enseigner, de faire monter en puissance des personnes qui feront 3 ou 4 métiers au cours de la vie et donc qui devront se doter de formation professionnelle. La qualité de ceux qui sont capables de fabriquer un objet qui ne peut pas être délégué à une intelligence artificielle. Je suis toujours très étonné que celles qu'on paye le moins chez LVMH sont celles qui cousent les sacs, qui sont pourtant vendus très cher et dans le monde entier. Moi, je pense qu'il y aura en effet un bouleversement. Il est principalement dans le domaine de l'éducation, parce qu'il faudra monter en puissance l'ensemble des générations qui viennent. Mais ce qui devrait se dérouler avec l'IA, c'est qu'après avoir vécu pendant une 50aine d'années sur des métiers répétitifs, déshumanisants, qui empêchent les gens de se regarder et de prendre soin les uns des autres, peut précisément nous permettre de déléguer les tâches les plus obscures pour faire celles qui sont les plus belles, c'est-à-dire la capacité à redécouvrir l'autre.
Donc, programme. Grand programme de requalification, finalement, de notre société. Je vous voyais réagir sur les gains de compétitivité, sur ces apports, Guillaume Moukala, qui peuvent être apportés. Et puis, vous m'avez aussi fait part du travail que vous meniez sur la santé et sur les questions qui pouvaient être résolues par l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus ? Oui, tout à fait. Sur les gains de productivité, effectivement, mais en fait, c'est très lié à des débats très terre-à-terre qu'on a actuellement sur le pouvoir d'achat, en fait, sur les gens qui veulent que leur niveau de vie s'améliore. Et c'est simple, sur le long terme, le seul moyen en fait de faire de la croissance et du coup d'améliorer le niveau de vie des gens, c'est de faire des gains de productivité. Et justement, c'est généralement qu'on a des technologies, des general purpose technologies, comme on dit, des technologies à usage général, qu'on fait le plus de gains de productivité. Donc, on a cité la machine à vapeur, l'électricité avant, et ça tombe bien parce que l'intelligence artificielle est une technologie à usage général. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on se concentre beaucoup sur les modèles de langage. Mais en fait, c'est juste un exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi tout ce qui est embarqué, notamment dans les véhicules, dans les robots, dans les drones. On en met aussi dans les machines pour optimiser leur fonctionnement. On l'utilise aussi beaucoup dans la recherche. Et donc, au-delà donc il y a ces gains de productivité directs, c'est-à-dire que ça va nous permettre de gagner du temps sur plein de tâches, mais il y a aussi le fait que ça va nous permettre, c'est un gain d'intelligence en fait, si vous voulez, c'est-à-dire que ça va nous permettre de faire des découvertes qu'on n'aurait pas été capable de faire sans l'intelligence artificielle, qui elles-mêmes vont nourrir d'autres découvertes, et en fait, ça peut s'emballer comme ça et du coup avoir des effets très positifs et ça augure en tout cas certains pensent que ça pourrait nous conduire à une nouvelle ère en fait de découvertes scientifiques grâce à l'intelligence artificielle qui auront d'autres effets sur la croissance mais aussi des effets sociétaux. Et si on prend par exemple justement l'exemple de la santé, aujourd'hui par exemple c'est utilisé en fait pour découvrir des nouvelles molécules beaucoup plus rapidement, pour découvrir des solutions, des médicaments contre des maladies qu'on n'était pas capable de traiter avant. Et donc il y aura tous ces effets-là qui auront des effets aussi indirects sur la productivité. Ensuite, il y a des choses aussi un peu plus controversées, c'est notamment OpenAI, je crois que c'était cette année, a sorti un papier, un benchmark en fait, sur l'efficacité en fait de l'IA pour réaliser des diagnostics. Et ce qui était très intéressant, c'est que le dernier modèle d'OpenAI à l'époque, c'était même pas GPT-5, je crois que ça devait être 4.1, quelque chose comme ça, était meilleur que les médecins pour réaliser des diagnostics. Ils réalisaient des meilleurs diagnostics à un coût qui était dérisoire, hein, c'était 1 centime, c'était moins d'1 centime. Il était même meilleur que les médecins armés de l'intelligence artificielle. Autrement dit, les médecins n'avaient aucune valeur ajoutée sur cette phase-là, sur la phase de diagnostic. Donc effectivement, c'est une menace. Alors pas pour l'emploi total des médecins, parce que c'est juste le diagnostic, c'est juste une partie de leur métier, mais ça veut dire qu'à mon avis, leur métier est amené à évoluer. Et d'ailleurs, il y a plein d'étudiants qui rentrent aujourd'hui en fac de médecine, et je pense que c'est important déjà qu'à l'échelle nationale, on se pose cette réflexion-là, qui vont ressortir, ces étudiants vont ressortir de la faculté dans 10-12 ans, et ils en sortiront dans un monde totalement différent. Donc je pense que c'est important d'y réfléchir. Mais ensuite, c'est aussi beaucoup d'opportunités, parce qu'on a ce problème aujourd'hui de déserts médicaux. On n'a pas assez de médecins, il y a des endroits où il faut attendre beaucoup de temps pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, ou alors il faut parcourir des kilomètres. Et aujourd'hui, avec l'IA, en fait, on pourrait tout simplement avoir instantanément accès à un médecin, et pas seulement juste à un médecin, en fait, à l'équivalent du meilleur médecin du monde. C'est ça aussi. C'est que ça démocratise vraiment l'expertise. Et donc, c'est une révolution, et je ne vois pas comment on peut être contre, en fait, socialement parlant. Même si ça menace, ça met en danger certains emplois, et ça nécessite de réinventer le métier. Merci beaucoup. Madame la ministre Clara, est-ce que vous voulez réagir? Parce que sur ce sujet de la connaissance, de la formation, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce gouvernement, avec
le plan qui a été présenté par Elisabeth Borne sur le fait d'intégrer l'IA dans la formation des maîtres et des professeurs. Ça a été d'ailleurs un sujet de controverse. Comment vous avez, je l'imagine, élaboré ensemble ce sujet ? Oui, mais je pense que pourquoi on a réfléchi à éducation IA et notamment dans les petites classes, collèges, lycées, quel est le rôle immédiat du politique pour faire évoluer et accompagner la transformation de l'IA, parce que je crois qu'il n'y a pas une famille aujourd'hui qui ne se pose pas cette question. On vient d'avoir les rentrées scolaires, fait que quand on regarde les adolescents, en fait, 7 adolescents sur 10 utilisent déjà l'IA au quotidien. Et donc, se demande qu'est-ce que je fais. Et puis, je ne vais pas non plus faire comme le faisait Patrick Mignola à l'instant, des parallèles historiques. Je pense qu'on a eu ces mêmes questions quand l'arrivée de la calculatrice, l'arrivée d'Internet. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on est parent et puis bien sûr quand on est professeur, quand on est confronté à l'arrivée d'une telle technologie. Et je l'ai moi-même vécu parce qu'on a fait beaucoup de conseils municipaux avec des jeunes pour comprendre leur usage, notamment des réseaux sociaux. Et très souvent, on déviait aussi sur leur usage de l'IA générative et de ces fameux chatbots dans les téléphones qui permettent d'accéder facilement et de répondre facilement à un certain nombre de questions. Et comme souvent, la réponse qui a été celle menée par Elisabeth Borne, c'est de dire il faut en fait accompagner, non pas se dire ils n'utilisent pas l'IA, donc il faut les aider à utiliser l'IA, mais plutôt se dire ils utilisent déjà l'IA, donc il faut donner aux enfants les clés pour la comprendre comment ça fonctionne, comprendre les phénomènes de deepfake dont parlait Patrick tout à l'heure, le fait que ce que l'on voit, déjà la réponse que l'on a dans une application d'IA n'est pas toujours correcte parce que la façon dont fonctionnent les modèles d'intelligence artificielle, c'est des modèles qui vont avec une analyse de beaucoup de données de façon probabilistique proposer une réponse, mais ce n'est pas 100% vrai. Tous les cas ne sont pas 100% justes. Donc, développer cet esprit critique, développer cette compréhension des modèles, développer cette capacité de se poser les bonnes questions, c'est finalement la base de l'éducation à utiliser cet outil. Et la plus grande difficulté, qui est celle que l'on vit aujourd'hui, c'est que c'est une technologie qui se diffuse beaucoup plus vite chez les jeunes que chez les personnes plus seniors. C'est à peu près, c'est une courbe à peu près directe. Et donc, quand on a 7 jeunes sur 10 qui l'utilisent déjà, à l'inverse, on n'a que 2 à 3 professeurs sur 10 qui, eux, l'ont intégré dans leur quotidien. Et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne a aussi lancé cet enjeu d'accompagner les professeurs, de les doter de technologies d'intelligence artificielle qui peuvent les aider à mieux personnaliser leurs cours, à préparer leurs cours, à mieux accompagner les élèves. Mais oui, il y a des questions qui se sont posées. Ça a été fait avec beaucoup de dialogue parce que l'idée, c'est de pouvoir ne pas créer cette fracture dont je parlais tout à l'heure. D'un côté, des élèves qui, eux, utilisent la technologie dans le quotidien, la comprennent de mieux en mieux, et de l'autre, les professeurs qui, eux, ne seraient pas formés. Et donc, c'est cette façon-là qui, aujourd'hui, nous occupe. C'est le début. C'est la première rentrée où il y a ces cours, mais ça ne fera que s'accélérer parce qu'on sait l'étendue de cette technologie et d'à quel point elle transforme l'apprentissage. Et moi, je suis très optimiste parce qu'en fait, elle permet d'ailleurs une personnalisation de l'apprentissage qui est unique et qui doit nous permettre, comme le disait Patrick tout à l'heure aussi, de mieux accompagner finalement chaque élève dans sa situation personnelle, à trouver la voie, à trouver les exercices qui lui correspondent, à créer finalement un apprentissage qui lui sera beaucoup plus propice qu'un apprentissage qui serait le même pour tous. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on veut diriger cette technologie. Alors justement, pour compléter ce que vous disiez sur la fiabilité, la probité des contenus qui étaient délivrés par les intelligences génératives, qui sont algorithmiques, donc qui agrègent des contenus en leur donnant un sens, ça nous renvoie à la qualité des contenus, justement. Et il y a un dernier chapitre que je voulais aborder dans cette table ronde, où on a déjà abordé énormément de sujets. C'est celui des contenus culturels, artistiques et médiatiques, qui sont
un véritable sujet aujourd'hui. Donc j'ai deux intervenants, une courte vidéo de Cécile Rapp-Weber qui est directrice générale de la SACEM et qui participe à beaucoup de débats avec le ministère de la Culture, et je sais qu'il y a des interministériels en cours sur ce sujet entre régulation, libéralisation et comment justement on préserve la pérennité des contenus de qualité et des artistes. Et puis je donnerai la parole à Loïc Moutoir, qui est un jeune démocrate qui a travaillé aussi sur ce sujet. Alors si vous voulez, on va lancer d'abord la vidéo de Cécile Rapp-Weber et puis on aura le témoignage de Loïc dans un deuxième temps. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation à votre université de rentrée. Je suis Cécile Rapp-Weber, la directrice générale de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La SACEM est le leader mondial de la gestion des droits d'auteur, et notamment dans le domaine numérique. Nous avons des contrats mondiaux avec Google, Apple, Meta, Spotify, TikTok et bien d'autres. Et je voudrais dire un tout particulier merci à Laurence Faring de me donner la possibilité de m'exprimer sur l'intelligence artificielle générative. Je voudrais déjà, en introduction, être très claire avec vous sur notre façon, nous, le monde des créateurs, d'appréhender l'IA générative. Elle est là et il n'est pas question de s'y opposer ou de l'interdire. En revanche, les règlements européens ont surtout été rédigés à l'aune des recherches scientifiques qui pourraient sauver des vies. Or, aujourd'hui, la fouille des données a surtout permis de piller toutes les œuvres de la culture sans aucune rémunération pour les créateurs humains. Il nous faut donc impérativement, avant d'assister à la spoliation totale des créateurs et donc leur extinction, construire un environnement IA vertueux, qui permette aux créateurs de toucher les droits qui leur sont dus au titre de l'utilisation de leurs œuvres par les IA génératives. Et dès lors que ces IA ont tout avoué avoir utilisé ce qui était disponible sur Internet, il y a donc une présomption forte que toutes les œuvres artistiques protégées ont été ingérées. Ce doit donc être aux IA de rapporter la preuve qu'elles n'ont pas intégré ces œuvres si elles ne veulent pas payer de droits d'auteur. Cette présomption doit bien sûr s'appliquer à toutes les IA disponibles en Europe, quand bien même elles se seraient entraînées dans un autre continent. Enfin, alors que nous assistons désormais à l'invasion des contenus IA au milieu des contenus protégés, avec par exemple près de 30% des titres IA déposés sur la plateforme Deezer par jour, il nous faut une législation qui oblige à identifier ces titres pour le public et le retirer de l'assiette de rémunération des véritables créateurs d'œuvres protégées. Même la Chine a avancé sur une législation contraignante d'identification et encadrant les œuvres générées par IA. Je ne peux pas imaginer que la France, pays du droit d'auteur, ne se mobilise pas pour créer cet environnement vertueux que nous, au nom des créateurs du monde entier, appelons de nos vœux. Merci pour votre attention et très bonne rentrée. Oui, elle est très convaincante. Je vais passer la parole à Loïc, si tu es dans la salle. Il est là, Loïc, qui est sur le même sujet sur lequel on conclura plus généralement. Je te passe la parole. Alors, 3 minutes pour exposer ton propos et puis on bouclera sur cette table ronde de deuxième édition. Oui, super. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Donc je passe en dernier, je pense que ça sera une bonne conclusion parce que finalement on va revenir sur pas mal des sujets qui ont été évoqués lors de ces dernières heures-là. En effet, avec le mouvement de jeunesse du Modem Rhône, on a travaillé sur un manifeste autour de l'IA, mais surtout autour d'une proposition de loi qui avait été faite par Bernard Fialer, qui est sénateur du Rhône, sur toute la partie fraude artistique. On se l'est réapproprié, on a travaillé dessus. Là-dessus, on a pu faire émerger 3 éléments, en tout cas 3 problèmes majeurs liés justement à l'intelligence artificielle. Le premier, c'est lié à la transparence. On note beaucoup que sur les réseaux, et je pense que tout le monde en a été témoin, on peut être soumis à des contenus produits partiellement ou totalement avec de l'intelligence artificielle, sans qu'on en soit notifié. On a le meilleur exemple vous pouvez imaginer sur Facebook toutes les belles images qu'on peut avoir. Souvent, on avait vu des images de boulangères, de pompiers, de choses comme ça, juste pour récolter des likes et pour faire de la visibilité. Voilà, on a aujourd'hui une distinction où c'est devenu compliqué de faire la part des choses entre le réel et le fictif. Le second point, c'est sur l'influence. On en a parlé rapidement sur les fake news.
comment aujourd'hui on peut faire cette distinction-là entre les fausses informations, comme vous l'avez mentionné sur la hausse du prix de la bière ou sur d'autres éléments qui peuvent être donnés par des personnalités publiques ou non. Et le troisième point, c'est sur les droits d'auteur. Alors là, je vais revenir sur une mode qu'il y a eu, celle avec ChatGPT, de faire avec une photo de nous-mêmes, un visuel type animé japonais, pour ne pas le citer, Ghibli, studio Ghibli. Le réalisateur justement de ces studios-là s'est assez indigné du fait qu'on utilise justement ce art à ce Miyazaki, un sujet-là. grand auteur qui s'était prononcé exactement. contre l'intelligence artificielle, mais qui ne s'est pas opposé à ce qui a été fait. Ouais. Mais dans tous les cas, voilà, ça pose aussi ce problème-là de droit d'auteur, parce que pour le coup, il n'avait jamais donné son aval à ce sujet-là. Là-dessus, donc, on en a sorti quelques propositions. D'abord sur le modèle d'apprentissage des IA. Un modèle d'apprentissage, c'est la manière dont l'IA apprend, si on peut dire ça comme ça, pour vous sortir les réponses les plus performantes. Beaucoup de modèles se basent sur les données qu'elles vont récolter via les utilisateurs. Donc vous utilisez n'importe quelle intelligence artificielle, vous donnez des informations à cette entreprise-là pour les collecter et pour travailler avec. Donc forcément, peu de transparence à ce niveau-là. Je pense que personne ne lit les conditions générales des IA et donc forcément, on n'est pas forcément éduqué à ce sujet-là. Le second point, c'est sur la responsabilité des grands groupes. On a souvent l'impression que le résultat de l'IA et l'utilisation de l'IA, elle est avant tout liée à l'utilisateur. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je pense que les grands groupes doivent prendre également leur part de responsabilité à ce niveau-là, tant sur l'information, mais aussi sur l'éducation auprès des autres. Et je pense notamment aux grands groupes type Meta, qui, eux, certifient à certains moments qu'il y a des productions IA, mais qui pour autant ne donnent pas des alertes de sensibilisation à ce niveau-là. Et le second point, on voulait mentionner la partie qui est donc l'IA Act, qui a été mis en place au niveau européen, avec pas mal de sujets justement, et je pense qu'il faut le noter, c'est que c'est arrivé assez vite. Contrairement à, on sait l'Europe, ça peut souvent mettre un peu de temps à arriver. Là, c'était assez rapide pour le coup, avec des éléments importants. Le marquage obligatoire, comme je viens d'en parler, le fait de dire produit avec de l'IA. La transparence sur la manière dont tout ça est fabriqué, mais surtout sur la responsabilisation des plateformes. Et je pense que c'est un bon point de départ. Il va falloir qu'on arrive, je pense, à le transposer, nous, en droit français, mais surtout à mettre en œuvre des moyens pour pouvoir appuyer justement ces vérifications, ces contrôles-là. Merci beaucoup Loïc. On est pratiquement... Merci. Pratiquement au bout de notre table ronde. On a ouvert beaucoup de chapitres. Moi, je trouve qu'il faudra une 3e, 4e édition de cette table ronde. Les quelques points que je voulais donner en rééclairage sont en effet toutes ces opportunités qu'on a, cette importance à devenir souverain sur nos technologies, sur nos entreprises pour avoir une IA qui parle réellement européen et qui impose nos standards. C'est aussi un enjeu démocratique très fort pour maîtriser ce que nous diffusons. Deuxième point, ce sujet social très important avec une croisée des chemins qui va devoir s'opérer et même dans les prochains arbitrages budgétaires, si on pouvait avoir un peu plus de vision encore plus à long terme sur ces éléments prospectifs qui paraissent tout à fait importants, ces opportunités en matière démocratique, en matière d'évolution santé, lutte contre les déserts médicaux et puis j'y reviens parce que pour moi c'est un sujet majeur, c'est cette civilisation européenne qu'on veut incarner au-delà des règlements qui prévoient. Alors s'il te plaît, l'IA Act c'est déjà un règlement, on ne va pas le surtransposer, normalement il y a des choses qui sont assez complètes dedans, peut-être sauf la question de la rémunération des auteurs. Et on disait avec Patrick, et Patrick avait été vraiment fer de lance sur le sujet de promouvoir le droit voisin qui permettait justement la juste rémunération des artistes. Moi je suis aujourd'hui à la manœuvre au Parlement européen pour essayer de corriger une faille juridique sur la rémunération des auteurs et cette possibilité finalement de fouiller les données sans les rémunérer. Donc on est sur un rapport à ce sujet. Donc on voit tous les sujets qui nous animent et je pense que pour notre mouvement,
démocrate et humaniste. C'est un véritable sujet. En tout cas, reste à remercier tous nos intervenants. Merci Clara Chapaz, merci, à très bientôt je l'espère. Merci... pour l'invitation beaucoup d'applaudissements pour Clara Chapaz. Merci Guillaume Moukala-Salé qui est venu de Paris nous voir aujourd'hui après que je l'ai entendu sur Radio Classique. Donc vraiment merci, ça a été vraiment très intéressant. Et merci Patrick Mignola pour toutes ces réflexions qui vont être poursuivies. Merci à tous. Merci.